Donc, théâtralisation des services, c'est un mot qui semble un peu prétentieux. Les origines de cette approche, le professeur Emmanuel Franière défendait la thèse que, en fait, les entreprises de services qui ont calqué leur organisation sur le modèle industriel, donc modèle qui implique entre autres hiérarchie, répétition des tâches, standardisation des procédures, doivent changer leur manière d'appréhender les services. Une organisation trop rigide, modèle taylorien, ne permet pas aux entreprises qui délivrent des services à haute valeur ajoutée de véritablement répondre aux innovations du marché ou de concevoir des nouveaux services. Parce qu'on note évidemment l'apparition de beaucoup de nouveaux services. Le point de vue du professeur Franière, c'est que l'expertise et la créativité sont dans le fond les clés de succès du service de demain, s'agissant bien sûr des services à haute valeur ajoutée. Les études menées donc s'inscrivent dans la mouvance de ce qu'on peut appeler un retour des artisans, que d'aucuns ont beaucoup de sociologues ont déjà annoncé. Ces artisans du service, en fait, grâce à leur expertise, grâce à leur créativité, maîtrisent toutes les étapes de production d'un service à haute valeur ajoutée. Parmi les études que nous avons menées dans le cadre de la Haute École de Gestion, on avait fait un symposium qui s'appelait « Dessine-moi un service ». Nous reparlerons tout à l'heure. Et on a aussi conçu un projet d'assemblée générale théâtralisée. On aura le plaisir de vous montrer 2 extraits de nos travaux. Quelle perspective? Alors on a la chance d'avoir construit un laboratoire. Le laboratoire est très concret. On a des locaux qui sont assignés à la recherche et à l'expérimentation. Et ça nous permet de vérifier, puisqu'on est vraiment dans une approche d'étude, la pertinence de ce que nous faisons. Des partenaires, on a passablement de partenaires qui sont intéressés par nos travaux, notamment l'Hospice Général qui consacre ses activités à l'aide sociale, qui se pose la question quel type de nouveaux services par rapport aux nouvelles populations, ou encore une nouvelle banque qui est en train d'émerger chez nous, qui s'appelle Post Finance, qui est un appendice de la Poste, qui souhaite offrir quelque chose de nouveau. Et ces partenaires nous permettent en tout cas, nous fournissent des opportunités pour qu'on puisse travailler dans notre laboratoire et progresser dans cette connaissance du design de service. Donc l'enjeu principal pour nous, il est clair, c'est la formation des cadres dont nous avons la responsabilité. C'est notamment le cas pour des étudiants qui suivent des cours dans un master en gestion des risques, toujours dirigé par M. Franière, qui malheureusement n'est pas là. Dans les projets à court terme, nous allons transformer provisoirement notre laboratoire en banque fictive, avec tous les éléments constitutifs de la banque. Nous allons créer des crises et puis étudier. Ce sera d'excellentes conditions cadres pour étudier toutes les interrelations, voir comment certains types de services sont dessinés, conçus, coordonnés. Donc on est vraiment dans une logique, on travaille beaucoup de manière empirique, en ayant beaucoup d'observations qui viennent s'enrichir mutuellement. Alors ah oui, il faut que je sois un petit peu... Je mette mes lunettes, rien. Parmi la bipolarisation des marchés, un terme un peu pompeux pour dire qu'en définitive, on assiste à la multiplication de services low cost. Ces derniers supposent une rationalisation des coûts et par conséquent s'accommodent parfaitement avec le modèle taylorien. Ce qui nous intéresse, nous, en définitive, c'est véritablement les services à haute valeur ajoutée qui ont un coût élevé où une partie, je crois que ça a été dit tout à l'heure, de la production est déléguée aux clients et ces prestations sont toujours vendues très cher. Le client coproducteur du service qu'il sollicite est prêt à payer très cher, bien qu'il participe. Il y a un exemple tout simple, c'est l'organisation des mariages. Plus le client participe
et au travail d'élaboration, plus il est prêt, dans le fond, à payer cher ce type d'expérience. La matière première des services que nous étudions, c'est bien sûr la connaissance. La connaissance tacite, pour nous, c'est celle qui constitue les fondements des services à haute valeur ajoutée. Donc, le service basé sur la connaissance permet une compréhension très claire des besoins et attentes des clients, l'élaboration de diagnostics, la traduction en propositions très concrètes de services, l'utilisation de processus de livraison de produits. Ils permettent de faire du design sur mesure. Ce qui nous intéresse au stade où on est dans nos études, ce n'est pas véritablement de trouver les grandes lois du service Intel, c'est véritablement de travailler sur le sur-mesure, avec une mise en évidence de la valeur ajoutée perçue par le client et souvent la résolution de problèmes liés au service. Ce que nous faisons aussi beaucoup, dont nous ne parlerons pas aujourd'hui, c'est travailler autour de l'anticipation des risques et de leur contrôle. C'est vrai que c'est très important dans le design de service pour nous. Et aussi le problème de la tarification. On fait des expériences assez simples. Typiquement, on prend un panel de personnes, puis on leur dit combien seriez-vous prêts à payer pour ce type de délivrance de services, etc. Mais là, peut-être ça nous amènerait ailleurs qu'un autre propos. Le paradigme IHIP sont en définitive les éléments qui précisent la nature des services que nous étudions: intangibilité, hétérogénéité, instantanéité, périssabilité. On peut dire qu'en raison de son intangibilité, à l'inverse d'un produit qui lui est bien tangible, un service ne peut pas être stocké, breveté, ou difficilement, ni être montré ou communiqué directement. Sa tarification est complexe et difficile. Par rapport au deuxième critère, son hétérogénéité, à l'inverse du produit qui est standardisé, la délivrance de services et la satisfaction du client dépendent véritablement des actions de celui qui va délivrer le service. En outre, la qualité d'un service dépend de nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Et enfin, rien ne permet de garantir qu'un service fourni corresponde à ce qui avait été a priori planifié. Troisième élément, en raison de son instantanéité, à savoir que sa production et sa consommation sont simultanées, les consommateurs participent, influencent la transaction. De même, un consommateur aura une influence sur les autres consommateurs, et ceux qui délivrent les services ont une emprise directe sur le résultat du service fourni. Enfin, la décentralisation est souvent nécessaire et la production de masse souvent impossible. Dernier critère, en raison de son caractère périssable, il est très difficile de synchroniser l'offre et la demande de services. Et enfin, les services ne peuvent ni être retournés ni revendus. Alors, passons maintenant au point peut-être le plus intéressant, qui est en définitive, vous verrez, très simple. C'est la méthode que nous utilisons pour faire notre design de service. En 4 points. Donc, l'ethnographie, l'écriture, la mise en scène et la production. La partie ethnographie, qui est généralement réalisée par nos étudiants, qui font des enquêtes relativement lourdes. La finalité, c'est, le premier volet, l'objectif, c'est identifier les besoins latents de la population cible, détecter les tendances sociales en vue de la conception ou de l'amélioration d'un service. Concrètement, ça implique toute une série d'enquêtes, généralement des approches qualitatives, mais on peut aussi imaginer, selon l'importance de ce qu'on étudie, aller dans des travaux de type quantitatif. Et véritablement, on travaille aussi sur les cibles consommatrices du service. Cette étape, c'est indispensable à une compréhension claire, évidemment, des spécificités du service étudié. Après avoir mené une telle enquête dans le cadre du symposium dont je vous parlais, Dessine-moi un service, nous avons conçu des scénarios et les avons fait jouer par des acteurs professionnels. Alors l'idée, c'était la suivante, c'est que dans le fond, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on demanderait à une agence de voyage de nous faire
un voyage sur mesure étant entendu qu'on est tous capables d'aller sur la toile et de construire un voyage, dans le fond, intéressant. Alors la version qu'on vous montre, c'est la version catastrophe. J'espère qu'on y aura, par rapport au son, est-ce qu'il y a eu manip de... Pas de relais son, je veux dire, c'est juste le son de l'ordinateur. Alors si je dois vous mimer ce qu'ont dit les acteurs, ça va être assez problématique. Au secours. Mais tout à l'heure, vous aviez du son, non? Vous faire... Non, mais j'avais un Mac. Ah, Excusez-moi, c'est pas facile. Non, on ne s'est pas lancé la vidéo. On s'est pas lancé la bande son, la vidéo. je casse un peu l'image du Suisse qui a tout organisé, tout est prévu, tout est bien lisse. C'est que je n'étais pas sûr. Ah bah, ça va. Oui, c'est jeune. Nous sommes jeunes, voire nous ne sommes pas zurichois. C'est vrai que... De sortir de la présentation et de cliquer sur play. Sortir la vidéo. Il faut. Là, je pense que. Sinon, j'ai les vidéos qui sont... Ouais, on a les vidéos... Comme Excel. Pourquoi Les vidéos sont pas dessus, ça ne peut pas marcher. Mais je peux les avoir sur le téléphone. Sur le téléphone. Oui, parce qu'il y a aussi les vidéos. Alors normalement, tout était intégré. Hein. On l'a testé, je ne sais quoi. Sinon, je peux vous passer le CD, c'est celui-là. Celui-là, il marche, mais d'autres. Ah, mais c'est bon, c'est bon. Voilà, c'est celui-là qui marche. Maintenant, il faut que je fais du son. Je sais pas, on sait pas ce que c'est. Non,
non, s'il vous plaît. Non, et je te rappelle, on fait comme ça. On s'habille. Super, c'est génial. On est à Paris, là. Salut. On n'est pas à Genève, on est à Paris, là. Voilà, c'est vrai que c'est pas évident de décrocher des bonnes places de spectacle à bon prix. Franchement, alors, laissons se faire. Non, écoutez, monsieur, je viens de vous dire, je ne veux pas d'un circuit pour touristes. Je veux du sur-mesure. Écoutez, si je viens dans votre agence et que le service est de qualité, monsieur Paul est très compétent d'ailleurs. Mais oui, je vous avoue que je ne connais pas tout de l'Espagne, d'ailleurs je ne parle pas l'espagnol, mais en fait j'ai une totale confiance en Viva España. Donc je vous assure, c'est un opérateur qui fait absolument exceptionnel au niveau de l'Andalousie. Tous nos clients ont été super satisfaits du voyage. Et dès à présent, je peux vous faire une offre. Écoutez, monsieur, s'il vous plaît, regardez dans votre fichier client Madame Geneviève Bouité. Voilà, monsieur Paul a déjà réalisé de nombreux voyages. Le budget est important, mais il n'est pas prioritaire. Je vois bien que vous connaissez l'agence. C'est justement pour ça que l'offre sera tout à fait raisonnable. Un excellent rapport qualité-prix. Bon, écoutez, est-ce qu'il y a un spécialiste de l'Espagne? Un spécialiste de l'Espagne chez vous? Non, l'Espagne, on connaît, c'est classique. Non, si vous aviez voulu un voyage en Chine, là, j'aurais pu trouver un spécialiste. Et d'ailleurs, si un jour vous décidez pour la Chine, je peux vous avoir des offres. Bon, excusez-moi, je suis pressée, je repasserai. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame Guillet. Alors, pardon, ce livre, peut-être quelques mots. Juste en quelques mots, pour en revenir peut-être autour de la table ronde plus longuement, juste en quelques mots donc, par rapport à l'étude ethnographique, effectivement autour d'une agence de voyage. Et puis ensuite, ce qui est toujours intéressant, c'est que nous sommes dans l'expérience, c'est-à-dire que tout le savoir théorique, livresque, intellectuel, tout ce qu'on peut savoir avant ou anticiper, au moment où on se met dans l'espace, où on se met à jouer, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on est bien au-delà et qu'on acquiert ou qu'on trouve un certain nombre de connaissances, d'indices, de par l'expérience qu'on est en train de faire. Et c'est vrai que c'est la méthode qu'on a développée. On travaille à partir du premier savoir, de cette étude ethnographique, on travaille une première mise en espace, une première mise en scène, on analyse un petit peu, on essaye de voir, de dégager ce qui ne va pas. Si on a plus de temps ou si on travaille plus dans le détail, on travaille autour de différents thèmes plus ciblés, puis après on rassemble toutes ces expériences. Et ensuite on analyse le jeu et par phase successive, on rejoue une fois, deux fois, trois fois, autant de fois qu'il le faut, ces scènes afin de dégager les éléments, de voir effectivement où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut éliminer, qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce qui est le plus pertinent. Voilà en gros, je crois, hein, pour le moment. Bien. Alors, s'agissant de l'écriture des scénarios, donc en s'appuyant, comme on le disait, sur la base de l'étude ethnographique, l'écriture met en avant les éléments intangibles porteurs de valeur ajoutée, ce qu'on appelle aussi, nous, les traits saillants pour les clients et les prospects. Ce n'est pas toujours évident de donner à voir, en raison de la nature qu'on a évoquée tout à l'heure de ces services, où est l'expertise, comment elle se manifeste, et par conséquent, incidemment, sur quoi est-ce qu'on est prêt, pourquoi est-ce qu'on est prêt à payer par rapport à ces éléments d'expertise. Qu'il s'agisse de revitaliser un service dont l'expertise n'est plus perçue par le client, de créer un nouveau service ou d'analyser un service performant pour en tirer quelques leçons, le passage par l'écriture nous semble incontournable. Cette mise en forme permet d'isoler des éléments, poser de bonnes questions par rapport à ces services. Il y a bien sûr toute une série de biais et de difficultés liées à l'écriture, notamment celles liées au fait que celui qui écrit a évidemment une vision partielle et partiale du monde, des filtres, des préjugés, et peut-être des habitudes de consommateurs d'un service semblable. Et le jeu, c'est véritablement de travailler avec un souci de réalisme, de travailler par strates, de faire plusieurs états du texte, et de les faire valider chaque fois par toute une série de professionnels ou de cibles potentiels. Dès lors que les scénarios sont réalisés, la mise en scène va être expérimentée en laboratoire. C'est la partie qui est la plus intéressante véritablement pour nous. Mise en situation, jeu de rôle, simulation, entraînement contribuent à rendre ces services tangibles, à les donner à voir.
Les observations et comparaisons de plusieurs expériences de service mettent en lumière ces fameux traits saillants d'expertise ou les carences auxquelles il conviendra de pallier afin d'optimiser le service. Le jeu de scène, ce qui est intéressant, c'est qu'il va révéler des éléments que l'écriture n'avait pas prévus ou seulement suggérés. Et évidemment, en jouant sur la scène, on joue, comme le disait mon collègue, on joue avec le corps, dans l'espace, on a une véritable possibilité d'apprentissage. C'est du moins le parti pris que nous avons de l'étude du service et de sa délivrance. Nous ne sommes pas dans la théorie, nous sommes dans l'action, dans l'expérimentation. Alors la production, évidemment, c'est de moindre importance, puisque nous sommes dans le fond une école. Je dirais simplement que la finalité, c'est véritablement d'aider les futurs cadres chez nous à avoir cette sensibilité, à être capable de dessiner les nouveaux services qu'ils seront appelés à concevoir. Et la partie production n'est pas la plus importante pour nous. La différence fondamentale, dès lors qu'un mandat nous est confié, c'est évidemment qu'on ne travaille qu'avec des experts et puis des étudiants et que le temps de réalisation est bien sûr raccourci. On va vous montrer un extrait de notre travail le plus abouti en matière de théâtralisation des services, c'est l'Assemblée générale. Je vais essayer on va pouvoir essayer de faire passer. Donc, qui a été relayé par la TSR, qui est la radio suisse. Vendredi 27 novembre, dernier préparatif. On attend plus de 200 personnes. La Fédération romande des entreprises va être le théâtre d'un événement plutôt inhabituel. La société Inventive Factory a inventé, comme son nom l'indique, a convoqué une assemblée générale. Elle va devoir affronter la révolte des actionnaires. Où a disparu l'argent? Dans vos salaires? Vos rémunérations? Mon mari, mon défunt mari, lui, on ne sait pas comme vous. S'il vous plaît, madame. Non, mais c'est Reprenez vrai, votre place. vous êtes en train de détruire Merci, cette madame. entreprise. Merci, madame, de reprendre votre place, Merci. s'il vous plaît. Tout a commencé ici, quelques semaines plus tôt, à la Haute École de Gestion de Genève. Cette mise en scène, parce que c'en est une, a été imaginée par Emmanuel Franière. Il enseigne la gestion des risques et il croit aux vertus du théâtre pour mieux comprendre les rouages de l'économie. L'intérêt de l'Assemblée générale, c'est un événement, une expérience qui se vit et qu'on peut simuler. Le but de cet exercice est pédagogique. L'Assemblée générale, c'est un des fondements du capitalisme. On n'achète pas une action comme on achète un paquet de lessive. À un moment donné, il faut que l'actionnaire soit conscient qu'il a des devoirs, des droits. Effectivement, une assemblée générale, c'est le seul moment où les propriétaires d'une entreprise sont réunis et peuvent intervenir sur sa stratégie. Ces assemblées étaient longtemps pépères et sont devenues plus conflictuelles au gré des crises et des difficultés économiques. Pour cette classe, ça va être l'occasion de faire une expérience d'économie comportementale. Le premier document n'est autre que la situation économique et financière d'une société qui vit une situation de crise. Et ces étudiants post-grade préparent un diplôme en gestion des risques d'entreprise. Ils sont tous actifs dans la vie professionnelle. Je fais de la gestion de projet dans une petite PME genevoise. Je suis responsable financière d'Atrans KLM à Genève pour une région. Je travaille comme contrôleur gestion. Je suis acheteur projet dans une société industrielle. Vous êtes déjà allé en tant qu'actionnaire dans une assemblée? Non, absolument pas. Pourquoi? Faute de temps. En général, c'est une activité qu'on délègue. Et je commence à réaliser que c'est une erreur. Eh bien, ils vont pouvoir se plonger dedans. 2 semaines plus tard, on les retrouve en répétition avec un metteur en scène. Tu te lèves, ce qui est bien, c'est toujours ce jeu physique, quoi. Tu es là, il parle, tu le regardes, au bout d'un moment déjà sur ta chaise, un petit peu. Tu te lèves, écoutez monsieur, moi, puis c'est la voix du cœur qui parle. C'est pas du Shakespeare, c'est pas du Molière. Une assemblée générale, c'est déjà un spectacle qui est mis en scène par l'entreprise lorsqu'elle organise son assemblée générale. Les personnages clés, c'est le président, qui en plus est double casquette, donc évidemment on est toujours dans cette logique didactique et ludique, donc ce personnage suffisant qui essaie de dire, voilà, prenez pour argent comptant ce que je vous dis. Et pour jouer le président, un vrai président, Pierre Fischer, l'ancien patron de la Banque cantonale vaudoise, qui lui en a connu des périodes agitées et qui s'est prêté au jeu. Les autres personnages clés de ce casting, ce sont des petits actionnaires. Ça, c'est pas une histoire de réserve. Je suis la veuve d'un fondateur de la société. Je suis très émotive.
Je ne sais pas exactement comment une assemblée générale est organisée, à quel moment est-ce qu'on pose des questions. Bref, d'un point de vue organisationnel, je n'ai aucune idée. Difficile à jouer. Cette société, il a tout donné. Si on se laisse emporter, je pense que c'est plutôt facile. Je joue M. Klein, qui a des traits de caractère, il est un peu pessimiste, nostalgique. C'est un actionnaire, mais aussi un des fondateurs de la société. Pour le moment, c'est intéressant de tester. Puis tu peux t'appuyer sur Vivien, c'est ça? François. Ce ne sont pas des professionnels de la scène ou du théâtre, mais ils sont tous professionnels dans leur entreprise, dans leur branche. Et donc, on les a utilisés pour ce qu'ils sont, et on a essayé de les faire jouer au plus proche de eux-mêmes, et donc on leur a donné des rôles qui leur collent à la peau. Il ne faut pas que dans nos écoles de business, on crée des petits moutons. Il faut des gens qui sachent prendre leurs responsabilités et qui ont un devoir, un rôle important à jouer dans cette société. Alors en effet, je serais très content si je peux former quelques rebelles suite à cet exercice. Enfin, c'est le grand soir, sous les projecteurs. L'histoire ressemble à ce qu'on peut lire tous les jours dans les journaux. Une société spécialisée dans la haute technologie qui a grandi trop vite. Côté en bourse, elle est aujourd'hui en crise et victime des manœuvres d'un hedge fund qui veut la vendre pour faire un profit maximum. Voilà, peut-être juste quelques mots sur la conception, non pas cette fois sur la mise en scène ou le jeu. La conception a été particulièrement intéressante parce que ça a duré plusieurs mois. On a eu plusieurs états du texte, c'est-à-dire que l'Assemblée générale, on ne connaissait pas très bien le sujet au départ. On savait que c'était très important, que c'était, comme le dit Emmanuel Franière, un des fondements du capitalisme. Et l'intérêt, ça a été de travailler avec des gens de domaines métiers très différents, très complémentaires. On a travaillé avec un historien de la finance, avec un fiscaliste, avec un juriste, avec des banquiers, enfin, avec toutes sortes de personnes. Et ça a été vraiment un gros travail de mettre au point le scénario en place, avec ensuite l'écriture des dialogues. Et on a eu, je crois, 10 états du texte. Sur 2 à 3 mois, on a réécrit, effectivement, on se confrontait à tous ces gens qui avaient vécu des crises, qui connaissaient très bien le sujet, et le texte a évolué, les répétitions ont évolué en conséquence, et donc on est vraiment au cœur de notre méthode, qui est une expérience elle-même, sans cesse à revisiter, et qui nous apprend sur le sujet, sur nous-mêmes, sur la méthode elle-même, qui est en progression constante et en recherche constante. Donc on a quelques DVD qui seront à vos dispositions si d'aventure vous avez envie de voir cette émission complète, qui seront donc déposés à l'entrée, ainsi que quelques dialogues aussi que nous avions conçus pour Dessine-moi un service. Résultat de l'expérimentation, à l'intérieur même de cette mise en scène, nous avions 4 par 4 fois interroger le public pour savoir quelle était sa sensibilité. On a essayé quand même d'avoir une approche en plus de ludique, spectaculaire, puisqu'il y avait la télévision, etc. On a essayé aussi d'avoir une approche un peu scientifique. Et vous avez donc à disposition toutes les informations sur les résultats de l'expérimentation, si vous souhaitez voir un petit peu l'ensemble de cette réalisation. Ça figure sur les documents que je vous ai distribués tout à l'heure. Voilà. Merci.